Écoutez, le professeur précédent, et vous avez vos 10, et ça, rattaché à la direction. Et vous êtes ici pour nous parler des risques cardiovasculaires. Exactement. C'est ça. Je vais vous laisser la parole. Et puis, même si c'est tout à l'heure, quand vous aurez fait votre présentation, je laisserai au public vous poser quelques questions. Bien volontiers. Ça vous convient? Oui. Je vous laisse le micro. Merci. On se reçoit directement. Je suis ravi d'être là. Je me lèverai toutes les 30 minutes. Donc effectivement, je suis cardiologue. Je travaille actuellement dans le service de chirurgie cardiaque au CHU de Gabriel-Montier. Donc je travaille en collaboration en tant qu'expert, on va dire, avec le SDIS depuis maintenant 2 ans. J'interviens pour 2 choses actuellement. Et cette journée me donne l'opportunité d'asseoir un discours que je n'ai jamais pu avoir avec vous. Donc je suis là comme expert pour les électrocardiogrammes que vous passez régulièrement. Pour les anomalies, je valide ou pas la poursuite de votre activité. Et je suis amené aussi à discuter de vos dossiers de façon confidentielle, pour l'extérieur bien entendu, concernant ceux d'entre vous qui ont pu avoir des problèmes cardiaques, qui peuvent être divers et variés, pas que des problèmes vasculaires, mais aussi des problèmes cardiaques autres que les problèmes vasculaires. Alors, du coup, j'interviens souvent en ce qu'on appelle en prévention secondaire, quand le problème, c'est-à-dire quand le problème est déjà arrivé, pour savoir si on doit autoriser ou pas certaines de vos activités professionnelles. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Grâce à Thierry Taillandier, j'ai pu apporter ma contribution et j'espère la développer encore plus maintenant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon rôle n'est pas là pour interdire, mais au contraire autoriser. Je vais vous faire parler aujourd'hui du risque, de ce qui peut vous exposer dans la vie de tous les jours par rapport à ce problème cardiovasculaire qui malheureusement reste la première cause de mortalité en France et en Europe. Voilà. Alors, quelques définitions pour commencer. Donc, un facteur de risque est une caractéristique qui est mesurable, qui existe, qui indique une probabilité de développer une maladie. Donc, on va s'intéresser à la maladie cardiovasculaire. Donc, on va parler de risque cardiovasculaire, donc de survenue d'un événement coronarien, cérébrovasculaire ou d'autres pathologies artérielles, notamment périphériques. L'insuffisance cardiaque étant, on va dire, la conséquence et l'aboutissement la plupart du temps d'événements coronariens. Donc l'athérosclérose, athérome, artériosclérose, tout en synonyme, ça correspond à un dépôt essentiellement de gras dans les artères. Ça peut entraîner des accidents thrombotiques. En fait, ce dépôt, cet athérome, devient instable, il est friable et va entraîner la formation de caillots à l'intérieur. Et c'est ça qui va entraîner en fait au niveau du cœur l'infarctus du myocarde ou au niveau du cerveau un accident vasculaire cérébral avec l'hémiplégie par exemple. Donc voilà dans le détail, au microscope, ce que c'est qu'une artère à gauche. Donc on a une circulation qui se fait de façon fluide quand il n'y a pas de dépôt dedans. La plaque d'athérome qui va se développer dans la paroi de cette artère va entraîner un ralentissement du flux du sang, qui pourra donner d'ailleurs des symptômes. Et comme je le disais précédemment, cette plaque peut devenir friable et entraîner l'agrégation de certains composés du sang et entraîner la formation d'un caillot qui va boucher complètement l'artère à l'origine de l'infarctus au niveau du cœur.
Donc, qui dit risque dit évaluation du risque. Je vais faire passer plutôt des messages plutôt que de donner des tableaux et des études un peu complexes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cumul de plusieurs facteurs de risque de niveau moyen est plus dangereux que la possession d'un seul facteur de risque à niveau élevé. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de risque cardiovasculaire global. On va prendre le patient pour son entité, ses habitudes de vie, qui vont d'ailleurs beaucoup influencer certains de ces facteurs de risque. Donc le risque cardiovasculaire global, c'est la probabilité de développer une maladie cardiovasculaire plutôt, en fonction de plusieurs facteurs de risque pour un temps donné. En général, on parle de 10 ans d'exposition. Donc l'estimation du risque cardiovasculaire est un outil de prévention qui permet le dépistage de ces facteurs de risque, l'estimation d'un risque individuel, personne par personne, et bien entendu, et surtout, proposer une prise en charge en fonction de ces risques évalués. Donc maintenant, ce qui est finalement le plus intéressant, avant de vous parler des facteurs de risque, qu'est-ce que c'est que la prévention? Donc, il y a plusieurs types de prévention. Donc, il y a la prévention primaire, qui va s'adresser à des patients qui n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire et qui ont des facteurs de risque vasculaire. Donc, le but, c'est d'éviter qu'ils développent une maladie, n'est pas encore connue. Donc, ça va s'appuyer sur des campagnes destinées aux plus jeunes ou des journées comme aujourd'hui. La prévention secondaire s'adresse à des patients qui ont déjà eu un problème cardiovasculaire. Donc le but étant d'éviter les complications liées à cette maladie et d'éviter d'aller au stade de la prévention tertiaire, c'est-à-dire la récidive, la rechute ou la complication d'un infarctus. On va avoir un suraccident post-infarctus. Donc, que sont les facteurs de risque cardiovasculaires? Donc, je vais diviser ces risques en deux catégories, en deux chapitres. Donc, il y a les risques qui seront non modifiables et les risques, on va dire, modifiables, auxquels il faut impérativement rajouter la télécommande. Merci. Oui, tu dis pour passer le... Pardon, excusez-moi. Et la sédentarité et le stress. Alors, c'est vrai que c'est un chapitre que, en tout cas, les cardiologues ont souvent un petit peu oublié d'aborder, de traiter, ce qui est notamment la sédentarité. Le professeur Duteil vient nous expliquer de façon brillante que c'était un facteur de risque, on va dire, à part entière, mais qu'il y a, comme les autres facteurs de risque cardiovasculaire, une interaction certaine les uns entre les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va pas faire de sport, qui va pas se soucier de sa santé, qui va, on va dire, occulter la prise en charge de ces facteurs de risque. Encore faut-il qu'ils soient informés de notre travail. Donc les facteurs de risque non modifiables, donc là ça va être un peu plus catalogue. Donc on ne peut pas intervenir dessus. Alors, on est homme, même si on devient femme, on reste homme vis-à-vis de l'exposition au risque. Donc, à titre d'exemple, je vais toujours donner des exemples à chaque fois. Là, j'ai considéré comme un facteur de risque après 45 ans chez l'homme, donc c'est issu d'études qui ont été faites à large échelle, et 55 ans chez la femme. On doit apporter pour la femme une nuance par rapport à la protection vis-à-vis de ses organes, grâce à ses organes. C'est-à-dire qu'une ménopause très précoce pourra malheureusement faire reculer cet âge. Voilà.
Donc l'homme actuellement est plus exposé aux accidents cardiovasculaires que la femme en âge de procréer. Donc le niveau de risque rejoint très progressivement celui de l'homme pour la femme plusieurs années après la ménopause. Les antécédents familiaux et l'hérédité. Donc ça, c'est un facteur de risque, je dirais, lourd. Il faut savoir qu'il y a un accident significatif pour un accident cardiovasculaire précoce avant 55 ans chez l'homme et avant 65 ans chez la femme. Ça va surtout concerner, cette hérédité, les parents du premier degré, frères et parents. Donc à titre d'exemple, l'étude Framingham, qui date des années 40-50, a montré que la survie d'un décès d'origine coronarienne chez un parent augmentait le risque de 30% pour les enfants, pour les accidents coronariens en tout cas. Voilà. Les risques modifiables, ceux pour lesquels on va intervenir avec la prévention. Donc, ça, je pense que tout le monde est au courant, à travers les photos qu'on voit sur les paquets de cigarettes, à travers les campagnes quelquefois un petit peu oppressantes du pouvoir de la santé publique, mais qui ont quand même le mérite d'exister. Donc le tabac est responsable de 60 000 décès par an et 20 000 sont d'origine cardiovasculaire. Donc 60 000 correspond au cœur, au cerveau, mais aussi au cancer. Donc avant 55 ans, 6 infarctus sur 10 sont attribuables au tabac. C'est vrai que quand j'ai commencé mon exercice, notamment sur la table d'angiographie, occupant des infarctus, quand on voyait arriver quelqu'un de jeune, on était prêt à parier que 9 fois sur 10, ils étaient fumeurs. Les femmes sont plus exposées quand elles ont une contraception orale au tabac. Donc le risque est multiplié par 10 dans ce cas-là. Le risque de maladie coronarienne chez les grands fumeurs, c'est-à-dire plus d'un paquet par jour, est multiplié par 3 par rapport aux non-fumeurs. Donc le tabac expose considérablement au risque d'infarctus et de mort subite. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le tabac va agir au niveau de cette fameuse plaque d'athérome, on va dire en favorisant l'augmentation de sa taille, mais aussi, et ça on le dit peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus compliqué, va exposer à l'augmentation du caractère thrombogène du sang. Donc le sang va cailloter plus facilement chez un fumeur qu'un non-fumeur, et entraîne aussi une réduction de calibre des artères du cœur. C'est ce qu'on dit artères spastiques, c'est ça que ça veut dire. On le voit, moi j'ai déjà fait des points d'angiographiie chez des patients intoxiqués à la cigarette. Le matin, après qu'ils aient fumé une ou deux cigarettes, on voit une réduction de calibre physiquement. C'est assez impressionnant. Aussi, la nicotine augmente la fréquence cardiaque, mais aussi la pression artérielle. Donc, si on multiplie fréquence cardiaque par pression artérielle, par augmentation de la thrombose, vous comprenez bien qu'on va augmenter le risque d'infarctus. Donc, n'oublions pas qu'il n'y a pas que le cœur. Le tabac est aussi un facteur de risque d'artériopathie, c'est-à-dire de boucher les artères des jambes, surtout, les bras étant heureusement un petit peu plus épargnés. Le risque va augmenter graduellement en fonction de la consommation et le pronostic est plus sévère chez les fumeurs pour cette artériopathie des membres inférieurs. Un autre message, la poursuite du tabagisme après l'apparition d'une maladie cardiovasculaire aggrave considérablement le pronostic, alors qu'à l'inverse, le sevrage va entraîner un bénéfice très précoce. J'entends encore parler des chirurgiens vasculaires pour une artériopathie qui nécessite des pontages ou maintenant des obstructions par des ballonnets. Dès qu'on arrête de fumer, cette artérie s'arrête.
Au niveau du cœur, c'est un peu plus complexe. La progression d'athérome s'arrête dès qu'on arrête de fumer, ça c'est vrai aussi. Le problème, c'est que le mal peut être déjà fait et que le risque lié à l'atteinte diffuse des artères coronaires va quand même expliquer d'année en année un risque, mais qui va toujours diminuer. L'hypertension artérielle définie chez n'importe qui n'a pas d'hypertension artérielle par une pression supérieure à 140 sur 90 mm de mercure. Donc c'est une maladie un peu comme le diabète dont je vais parler après, qui est malheureusement un peu mal diagnostiquée, parce qu'elle est rarement finalement symptomatique. On n'a pas de symptômes liés à l'hypertension artérielle, certains en ont, mais pas tout le temps, c'est rare. Donc elle expose quand même à 120 000 infarctus et 4 000 décès par an, 130 000 AVC, dont 50 000 décès ou handicap lourd. C'est la première cause de handicap en France, l'hypertension artérielle. Donc c'est un facteur de risque majeur d'athérosclérose. En fait, elle agit un peu comme si elle pressait le bras qu'il y a dans le sang dans cette plaque pour le faire entrer à l'intérieur. Avec d'autres phénomènes un peu plus complexes. Ça va aussi entraîner des micro-lésions au niveau des parois pour favoriser l'accumulation à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'hypertension, prévention primaire? C'est conseiller d'avoir une activité physique régulière. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même assez important, c'est d'avoir une consultation auprès d'un médecin une fois de temps en temps qui va vous prendre attention. Et je sais que la médecine du travail est le plus gros fournisseur, en tout cas à ma consultation, pour ce problème. Avoir un bon équilibre alimentaire, lutter contre un excès de poids, diminuer le stress, en tout cas favoriser cette diminution, et faire très attention aux contraceptifs. Je ne dis pas qu'il faut supprimer ces contraceptifs, hein, mais il faut savoir que ça a un impact quand on a de l'hypertension, quand on pense être à risque d'avoir de l'hypertension artérielle. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais l'hypertension a elle aussi des facteurs prédisposants, c'est-à-dire qu'il y a des familles hypertendues, comme il y a des familles diabétiques ou diabétiques coronaires. Donc en prévention secondaire, si l'hypertension artérielle est due à une maladie, hyperthyroïdie, dérèglement des surrénales, problème au niveau rénal, on va agir au niveau de cette maladie. On appelle ça l'hypertension artérielle secondaire. Cette hypertension artérielle secondaire est très, on va dire, minoritaire, c'est moins de 5% par rapport à l'hypertension artérielle essentielle qui nécessite, en plus des mesures de prévention primaire, la plupart du temps un traitement anti-hypertension. L'hypercholestérolémie. Donc je ne vais pas parler d'hypertriglycéridémie, puisque en fait, la littérature est un peu contradictoire à ce sujet, mais on a beaucoup à dire sur l'hypercholestérolémie. Donc le cholestérol, il faut savoir que nos cellules sont fabriquées à base de cholestérol. Donc c'est un nutriment, un outil qui est fondamental dans notre être. On va distinguer ce qu'on appelle le mauvais et le bon cholestérol. On en fait même maintenant on a toujours fait depuis qu'on en connaît la connaissance, on les connaît le rapport. Donc le LDL mauvais cholestérol, c'est Light Density Lipoprotein, ça veut dire c'est des protéines lipidiques qui sont de faible densité, donc qui va du foie vers les cellules et qui a tendance à se déposer facilement au niveau des parois artérielles, alors que le bon qui va des cellules vers le foie est lui éliminé par la bile, il n'a pas d'impact sur nos artères. Donc idéalement, si on va englober toute la population, on devrait. Il faut faire en sorte d'avoir un taux de cholestérol inférieur à 2 grammes par litre. C'est-à-dire, les recommandations sont un peu plus laxistes par rapport à ce 2 grammes. Et c'est un niveau de référence qui est simple à connaître, 2 grammes.
en France, 20% de la population adulte a un excès de cholestérol. Ça correspond à 10 millions de personnes, ce qui est quand même beaucoup. Et je pense que c'est le facteur de risque petit faible le plus important. Les hommes ont en moyenne plus de cholestérol que les femmes. Alors, il existe une relation curvilinéaire entre le taux de cholestérol plasmatique et la morbi-mortalité cardiovasculaire. C'est-à-dire, en gros, il y a une relation linéaire, on va dire, plus ou moins, c'est une courbe un peu curviligne, entre le fait d'avoir un accident cardiovasculaire, je n'ai pas mis de schéma, j'aurais pu, et le taux de cholestérol. En sachant qu'un taux de cholestérol supérieur à 3 grammes par 3 le risque de maladie cardiovasculaire. Vous comprenez déjà, avec ce que j'ai dit précédemment, notamment avec la cigarette, si on cumule cholestérol plus cigarette, ben on va gravir des marches vers l'infarctus. Pour un cholestérol à 2,4 grammes, le risque multiplié par 2, à 2,2, le risque est modéré. Donc ça nuance un peu ce que je viens de vous dire pour le 2 grammes. Ça reste un repère. Donc l'hypercholestérolémie est sous la dépendance de facteurs génétiques, mais également, bien entendu, et ça vous le savez, sous la dépendance du régime alimentaire. Donc avoir un régime très gras, notamment en graisse saturée, je dirais surtout en graisse saturée, augmente les chiffres de cholestérolémie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en prévention primaire, c'est-à-dire avant que le cholestérol n'entraîne de maladie? Donc c'est limiter, ou en tout cas connaître qu'est-ce qui va charger votre alimentation en graisse saturée.